Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture de Lettres choisies de Madame de Sévigné que Victoria avait débuté. Et nous en étions à la lettre 54 à Madame de Grignan. Je vais donc poursuivre cette lecture et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup. À Paris, ce vendredi 29 décembre 1679. Ma très chère bonne, figurez-vous que je suis à genoux devant vous et qu'avec beaucoup de larmes, je vous demande par toute l'amitié que vous avez pour moi et par toute celle que j'ai pour vous, de ne me plus écrire, comme vous avez fait la dernière fois. Ma bonne, c'est tellement du cœur que je vous demande cette grâce qu'il est impossible que cette vérité ne se fasse sentir au vôtre. Hélas, ma chère enfant, tout épuisée, tout accablée, n'en pouvant plus. Une douleur et une sécheresse de poitrine épouvantable, et moi, qui vous aime chèrement, j'y puis contribuer. Je puis me reprocher d'être cause de cet état douloureux et périlleux. Moi qui donnerais ma vie pour sauver la vôtre, je serais cause de votre perte. Et j'aurais si peu de tendresse pour vous, que je mettrais en comparaison le plaisir de lire vos lettres. Et les réponses très agréables que vous me faites sur des bagatelles, avec la douleur de vous tuer, de vous faire mourir. Ma très chère bonne, cette pensée me fait frissonner. S'accommode qui voudra de cet assassinat. Pour moi, je ne puis l'envisager. Et je vous jure, et je vous proteste, que si vous m'écrivez plus d'une feuille, et que pour les nouvelles, vous ne vous serviez de Montgobert, de Gautier ou d'Anfossi, je vous jure que je ne vous écrirai plus du tout. Et le commerce rompu de mon côté me donnera autant de chagrin que j'aurai de soulagement si vous en usez, comme je vous le dis. Quoi? Je pourrais me reprocher le mal que vous sentez? Hélas. Il me fait assez de mal sans que j'y ajoute de vous tuer de ma propre main. Ma bonne, voilà qui est fait. Si vous m'aimez, ôtez-moi du nombre de ce que vous croyez mes devoirs. Je me croirai la plus aimée, la mieux traitée, la plus tendrement ménagée, quand vous prendrez sur moi et que vous ôterez du nombre de vos fatigues les volumes que vous m'écrirez. Il y a longtemps que j'en suis blessée et que je me doute de ce qui vous est arrivé. Mais enfin, cela est trop visible. Et j'aimerais toute ma vie, mon Gobert, de vous avoir forcé à lui quitter la plume. Voilà ce qui s'appelle de l'amitié. Je m'en vais l'en remercier, voilà ce qui s'appelle avoir des yeux. Et vous regardez. Je me moque de tout le reste. Ils ont des yeux et ne voient point. Et nous avons les mêmes yeux, elle et moi. Aussi je n'écoute qu'elle, elle n'a osé me dire un mot cette fois. La sincérité et la crainte de m'affliger lui ont posé silence. Mademoiselle de Méry se gouverne bien mieux. Elle n'écrit point. Corbinelli se tue quand il veut, il n'a qu'à écrire. Qu'il soit 8 jours sans regarder son écritoire, il ressuscite. Laissez un peu la vôtre, toute jolie qu'elle est. Ne vous disais-je pas bien que c'était un poignard que je vous donnais? Vous avez si bien ménagé ce que vous avez écrit dans votre lettre qu'elle m'a paru toute de vous. J'étais fâchée de sa grosseur. Et quoique j'ai compris l'état où vous étiez avec beaucoup de peine, j'ai mieux aimé que cela soit arrivé pour vous corriger et y mettre un bon ordre une bonne fois pour toutes, que d'être encore trompée et vous achever d'accabler. Je vis l'autre jour Duchesne chez Madame de Coulanges, qui a gardé plus de 15 jours sa chambre pour des dégoûts et des plénitudes. Il me parla de votre santé et me dit encore pis
que pendre de cette chienne d'écriture. Il est ami de Fagon. Il me conta qu'il ne vivait que par l'éloignement des écritoires, et me dit encore que vous ne vous laissassiez point mourir d'inanition. Quand la digestion est trop longue, il faut manger. Cela consomme un reste qui ne fait que se pourrir et fumer si vous ne le réchauffez par des aliments. Saint-Aubin en a fait 100 fois l'expérience. Il pria fort aussi de vous recommander l'eau de Sainte-Reine. C'est une cause de tous vos maux, à quoi vous ne pensez peut-être pas, pardon. Ma bonne, Dieu veut que je vous dise tout cela. Je le prie de donner à mes paroles toute la force nécessaire pour vous frapper et vous obliger d'en faire votre profit. Je pris hier une médecine, par l'ordre du bon Duchesne. Elle m'a fait comme celle du Bourbonnais. Je prendrai demain la petite eau des cerises. Et le tout pour vous plaire. Faites aussi quelque chose pour moi. Vous avez été à Lambesc, à Salon. Ces voyages, avec votre poitrine, ont dû vous mettre en mauvais état, et vous ne vous en souciez point, et personne n'y pense. Vous seriez bien fâché d'avoir rien dérangé. Il faut que la compagnie de Bohême soit complète, comme si vous aviez leur santé. Votre lit, votre chambre, un grand repos, un grand régime, voilà ce qu'il vous fallait, ma bonne. Au lieu de cela, du mouvement, des compliments, du dérèglement et de la fatigue, ma bonne, il ne faut rien espérer de vous. Tant que vous mettrez toutes sortes de choses devant votre santé, j'irai tellement ranger d'une autre sorte cette unique affaire qu'il me semble que tout est loin de moi. En comparaison de cette intime attention que j'ai pour vous. Cependant, je veux finir pour aujourd'hui ce chapitre. Je vous mandai avant-hier, par un petit guenillon, de billets qui suivait une grosse lettre, que Madame de Soubise était exilée. Cela devient faux. Il nous paraît qu'elle a parlé. Un peu murmuré de n'avoir pas été dame d'honneur, comme la reine le voulait. Peut-être mépriser la pension au prix de cette belle place, et sur cela, la reine lui aura conseillé de venir passer son chagrin à Paris. Elle y est, et même on dit qu'elle a la rougeole. On ne la voit point, mais on est persuadé qu'elle retournera, comme si de rien n'était. On faisait une grande affaire de rien. L'esprit charitable de souhaiter plaie et bosse à tout le monde est extrêmement répandu. Il y a de certaines choses, au contraire, sur quoi on se trouve disposé à souffler du bonheur, comme du temps des fées. Le mariage de mademoiselle de Blois plaît aux yeux. Le roi lui dit d'écrire à sa mère ce qu'il faisait pour elle. Tout le monde a été lui faire compliment. Je crois que madame de Coulanges m'y mènera demain. Je veux voir aussi la petite du Jeannet. Je serai lundi à sa reprise d'habits. Et je lui fais donner tous ses habits par la bagnole. Monsieur le prince, monsieur le duc, sont courus chez cette sainte fille et mère, qui a parfaitement bien accommodé son style à son voile noir, assaisonnant parfaitement sa tendresse de mère avec celle d'épouse de Jésus-Christ. Les princes ont poussé leur honnêteté jusqu'à madame de Saint-Rémy. Et sa fille, et une vieille tante obscure, qui demeure dans le faubourg. En vérité, ils ont raison de pardonner au côté maternel en faveur de l'autre. Le roi marie sa fille, non comme la sienne, mais comme celle de la reine, qu'il marierait au roi d'Espagne. Il lui donne 500 000 écus d'or, comme on fait toujours avec ses couronnes, hormis que ceux-ci seront payés, et que les autres, fort souvent, ne font qu'honorer le contrat. Cette jolie noce se fera devant le 15 de janvier. Gauthier ne peut plus se plaindre. Il aura touché cette année en noces plus d'1 million. On donne d'abord 100 000 francs à la maréchale de Rochefort,
pour commencer les habits de la dauphine. Monsieur l'électeur avait mandé les marchands de Paris pour habiller sa sœur. Le roi l'a prié de ne point se mettre en peine de rien, et qu'avec sa maison qu'on lui envoyait, elle trouverait tout ce qu'elle pourrait souhaiter. Le mariage se fera avec beaucoup de dignité. On ne partira qu'en février. J'attendrai Gordes avec impatience, et laisserai bien assurément écumer mon pot, à qui voudra, pour lui demander « Comment se porte-t-elle ? Et que fait-elle » S'il me répond comme le chevalier de Bioux, je le laisserai là, en soupirant, car ce n'est pas sans beaucoup de douleur qu'on ne peut pas s'accommoder de ce qu'il dit de vous. Monsieur l'intendant est bien heureux d'être si galant. Sans craindre de rendre sa femme jalouse, je voudrais qu'il mît les échecs à la place du R. Autant de fois qu'il serait mat, serait autant de marques de sa passion. La mienne continue pour ce jeu. Je me fais un honneur de faire mentir monsieur de la Trousse, et je crains quelquefois de n'y pas réussir. Je suis fort bien reçue quand je fais vos compliments. Votre souvenir honore. J'ai fait votre devoir à l'abbé Arnaud et à la Troche. Madame de Coulanges veut vous écrire, et vous remercier elle-même, mais ce sera l'année qui vient. Elle est dans l'agitation des étrennes, qui est violente cette année. Il me semble que vous croyez que je mens, quand je parle de la connaissance de Fagon et de Duchesne. Ça a été, ma belle, pendant la blessure de monsieur de Louvois, qu'ils furent 40 jours ensemble. Ils se sont liés d'une estime très particulière. Oui, n'en riez point. C'est à votre montre qu'il faut regarder si vous avez faim. Et quand elle vous dira qu'il y a 8 ou 9 heures que vous n'avez mangé, avalez un bon potage sur sa parole, et vous consommerez ce que vous appelez une indigestion. Je voudrais que la montre fût méchante et que le cuisinier fût bon. Je voudrais vous avoir envoyé le mien. Il est 100 fois meilleur. Je suis un peu fâchée contre la forêt d'avoir tant répandu d'un si vilain marmiton. Nous avons été tous aveuglés. Nous pouvons donc espérer de voir monsieur le coadjuteur et lui voir une princesse dans la multitude de ses poulettes. Sa ruelle était celle de la vieille princesse, où il y avait 3 fauteuils tout de suite et des sièges pliants ensuite. Et l'on se trouvait à l'aventure sur ces chaises. Et quand il venait plus de duchesses qu'il y en avait, elles avaient pour se consoler madame de Bracciano et madame d'Orval sur des pliants. Cette confusion était assez bien et assez naturelle. Personne n'a été fâché, hélas. Que sait-on si cette petite princesse est contente ? La fantaisie présente de son mari et de sonner du corps à la ruelle de son lit. Ce n'est pas l'ordre de Dieu qu'autre chose que lui puisse contenter pleinement notre cœur. Ah, que j'ai une belle histoire à vous conter dans l'archevêque. Mais ce ne sera pas pour aujourd'hui. Monsieur de Pomponne est retourné sur le bord de sa Marne. Il y avait l'autre jour plus de gens considérables le soir chez lui que devant sa disgrâce. C'est le prix de n'avoir point changé pour ses amis. Vous verrez qu'ils ne changeront point pour lui aussi. Rien ne se peut ajouter à l'amitié et à la reconnaissance qu'il a pour vous. Madame de Vin m'en paraît toujours touchée jusqu'aux larmes, dont j'ai vu rougir plusieurs fois ses beaux yeux. Elle ne veut faire de visite qu'avec moi. Puisque vous et madame de Villars lui manquez, elle peut disposer de ma personne tant qu'elle me trouvera bonne. J'ai trop de raisons pour me trouver heureuse de ce goût. Elle n'a point été à Saint-Germain. Elle a des affaires qui la retiennent, malgré qu'elle en ait. Car son cœur l'amène et la fait demeurer à Pomponne. Cet attachement est digne d'être honoré et adoucit les malheurs communs. Adieu, ma très chère bonne. Faites-moi écrire après avoir commencé, car il me faut 4 lignes. Mademoiselle de Grignan, Mongault, Gauthier, Anfossi, ayez tous pitié de ma fille et de moi. Et mon Gobert, ne peut-elle pas entrer aussi dans le pied de veau de Lambesc ? Enfin, ma bonne, soulagez-vous, ayez soin de vous. Fermez votre écritoire,
c'est le vrai temple de Janus. Et songez que vous ne sauriez faire un plus solitude et sensible plaisir à ceux qui vous aiment le plus que de vous conserver pour eux, et non pas à vous tuer de leur écrire. J'embrasse toute votre compagnie, et le capitaine Bohème, c'est-à-dire monsieur le comte. Je suis en peine de Paulinette. Et hélas, comme vous dites, il n'y a qu'un moment que vous étiez comme l'autre. Chapitre 55. À Madame de Grignan. À Paris, le mardi 30 janvier 1680. Vous m'écrivez trop. Je ne puis plus voir beaucoup de votre écriture sans chagrin. Je sais, ma bonne, le mal que cela vous fait, et quoi que vous me mendiez, les choses du monde les plus aimables et les plus tendres, je regrette d'avoir ce plaisir aux dépens de votre poitrine. Je vois bien, ma très chère, qu'elle vous fait encore mal. Voici une longue bouffée. Et sans autre cause que votre mal même, car vous ne vous fatiguez point de tout, et vous dites que le temps est doux. Vous écrivez moins qu'à l'ordinaire. D'où vient donc cette opiniâtreté? Ma bonne, vous ne m'en dites pas un mot. Vous ne m'en dites pas un mot, et mon Gobert a la cruauté d'avoir une plume à la main, d'écrire pour vous, et de me pas dire un mot, bon Dieu. Qu'est-ce que tout le reste? Et quel intérêt puis-je prendre à toute la joie de votre ville d'Aix, quand je vois que vous n'y êtes pas, et que vous êtes couché à 8 heures? Vous me direz, vous voulez donc que je veille et que je me fatigue? Non, ma bonne. Dieu me garde d'avoir une volonté si dépravée. Mais vous n'étiez pas ici hors d'état de prendre quelque part de la société. J'ai vu monsieur de Gordes. Il m'a dit bien sincèrement que, dans le bateau, vous étiez très abattue et très languissante, et qu'à Aix, vous étiez bien mieux, mais avec la même naïveté. Il assure que tout l'air de Provence est trop subtil et trop vif, et trop desséchant pour l'état où vous êtes. Quand on se porte bien, tout est bon. Mais quand on est attaqué de la poitrine, qu'on est maigre, qu'on est délicate, on s'y met en état de ne pouvoir plus se rétablir. Et croyez-moi, ma bonne, si vous vous opiniâtrez à vouloir l'essayer, et que vous fassiez et sentiez augmenter votre mal, ce sera en vérité une chose bien cruelle et bien peu convenable à l'amitié que monsieur de Grignan doit avoir pour vous. C'est à lui que je m'adresse dans une chose si importante, et où le temps que l'on perd est irréparable. Je le conjure de vous observer. Je sais bien, ma bonne, l'état de vos affaires. Je ne crois pas qu'un hiver à Aix les raccommode, j'en sais la dépense, mais je sais aussi que rien n'est préférable à la vie. Tout est au-dessous de cette raison. Je vous conjure, tous deux, de traiter ce chapitre sans vous tromper, ni sans vous flatter. Il m'étonna en me disant à quel point cet air vous est contraire. Vous me touchez vivement en me disant que votre poitrine délicate égale nos âges. Ah, j'espère que Dieu n'aura point dérangé un ordre si naturel et si agréable, et délicieux pour moi, ma bonne. Ce que je sens là-dessus est très conforme à la tendresse et à l'attachement que j'ai pour vous. Il n'y a rien de si aisé à comprendre. Vous me parlez de ma santé. Pouvez-vous y penser? Elle est aussi peu digne de vos soins, en l'état où elle est, et que la vôtre est digne d'être l'objet de tous les miens. Et vous trouvez l'invention de m'écrire une grosse lettre sans m'en dire un mot. Un tel silence en dit beaucoup plus que je ne voudrais, mais beaucoup moins que je ne pense. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne nuit ou une bonne journée. À bientôt.